Direction l'Occitanie, à la découverte du 7e village de votre classement, Belcastel. Somptueuse cité bâtie autour de son château médiéval, Belcastel est un village musée dont les pierres séculaires semblent n'avoir jamais vieilli. Un patrimoine exceptionnel préservé grâce à d'illustres bienfaiteurs. Chef étoilé à Belcastel, Nicole a grandi dans le village. Belcastel, c'est un village de poupées, très bucolique. C'est des petites maisons comme posées sur des étagères. Aujourd'hui, j'aurais du mal à vivre loin de Belcastel. Ça sera toujours mon village préféré. La vie du village de Nicole n'a pourtant pas toujours été un long fleuve tranquille. Bonjour Estelle. Bonjour Nicole. Guide à l'Office du tourisme, Estelle est incollable sur l'histoire de Belcastel. Au Xe siècle, le village était séparé en deux populations, l'une administrée par le comte de Rodez et l'autre administrée par le royaume de France. Et il y avait des tensions entre les deux populations. C'était vraiment pas la joie entre les deux. Ah oui, mais tout va bien maintenant. Maintenant, tout va bien. Au XVe siècle, Alsias de Sognac, le seigneur de Belcastel, a joué un rôle de médiateur pour le village. Il a construit l'église Sainte-Marie-Madeleine de l'autre côté de la rivière pour offrir un lieu de culte aux populations qui n'en avaient pas. Seigneur le plus illustre du village, Alsias de Sognac est enterré au sein même de l'église, là où se trouve son gisant de pierre érigé après sa mort. Ce gisant a été réalisé par un maître d'œuvre et on peut le voir à la précision de cette représentation, au niveau de ses rides notamment, de sa chevelure, qui laisse à penser qu'il s'agit vraiment d'un moule. Donc le gisant a été moulé. Alors, d'après la légende, il aurait été moulé à la demande de la femme d'Alsias, Béatrix d'Ampiac. Il n'était pas très grand finalement, 1m40. 47, oui. 1m47, ouais, c'est ça. Ouais. C'était la taille certainement des gens de cette époque-là. Voilà. Petite taille mais grand seigneur, Alsias de Sognac fait construire le pont reliant les deux rives belcastelloises, scellant définitivement la réunification du village. C'est encore lui qui apportera la dernière touche au château, la forteresse de Belcastel. Au XVe siècle, Alsias de Sognac va terminer la construction du château en créant cette enceinte extérieure qui est là, avec des tours rondes, puisque à cette époque-là, on a de la poudre à canon et on va avoir besoin de murs plus résistants, donc il va être plus épais et arrondi pour dévier les tirs du canon et mieux absorber l'onde de choc. Parfait, très intéressant. Spécialiste du Moyen-Âge, Nicolas organise visites et événements au sein du monument. Le suivre dans le château, c'est plonger dans l'histoire singulière des seigneurs de Belcastel. Alors Nicole, on est dans la salle des chevaliers, avec ici la reproduction d'un des seigneurs de Sognac. Il faut savoir que c'était une lignée très courageuse et surtout tenace, puisqu'il y en a un qui est même allé jusqu'aux États-Unis. Ah bon? Et quelle était son intention? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il est allé poursuivre un ennemi. Finalement, il s'est installé là-bas. Il a eu 10 enfants et on trouve aujourd'hui encore beaucoup de descendants des Sognac à la Nouvelle-Orléans. Abandonné par ses seigneurs, le château va peu à peu sombrer dans l'oubli. Utilisé comme carrière de pierre au XIXe siècle, l'édifice tombe en ruine. Son salut viendra du célèbre architecte Fernand Pouillon, tombé fou amoureux du site qu'il rachète en 1973. Fernand Pouillon, dans sa passion pour le Moyen-Âge, il a entièrement reconstruit le château avec des méthodes médiévales. Et donc lui, avec son équipe, ils ont entièrement remonté le château pierre par pierre, sans aucun outil moderne. Il n'y avait pas de grue, pas de bétonnière, rien d'électrique, c'était tout à la main. Je me souviens très bien, j'étais adolescente à cette époque et c'était assez vertigineux, même quand ils étaient côté nord, en aplomb du ruisseau. Ah oui, c'est ça, il y a 40 mètres derrière le château, donc ça devait être sacrément impressionnant à les voir travailler là. Ouais, c'est vrai. 8 ans furent nécessaires à Fernand Pouillon pour ressusciter le château. Fierté de Belcastel, il attire chaque année près de 40 000 visiteurs et d'étranges créatures. Cet été, un bestiaire médiéval grandeur nature a pris ses quartiers dans les jardins du monument. Dans le sillage du château, c'est tout le village qui va retrouver son éclat d'antan. Datant de 1900, cette forge a été transformée en musée, mais elle continue d'accueillir de véritables forgerons, à l'instar de Baptiste. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Eh oui, je vais faire un fer à bœuf Très pour bien. faire les bœufs pour qu'ils aillent au champ. Et à quel moment tu sais que le fer va être bon là? À la couleur, on sait qu'on est autour de 800-900 degrés. Là, on sait qu'il est chaud, donc on va pouvoir commencer à le travailler.
À chaud, le fer tel de la pâte à modeler se façonne sur l'enclume à la seule force des bras du forgeron. Et tu as choisi de faire ça très jeune ou c'est... Et ça m'a pris tout petit, ouais, en lisant des bandes dessinées d'Astérix et Obélix, où je voyais le forgeron taper son poing sur l'enclume, là, et qui faisait des gamelles, qui faisait des épées, qui faisait tout pour le village, quoi. Baptiste a repris le flambeau. À l'ancienne, le forgeron fabrique un large panel d'outils dédiés au métier d'artisan. Je suis forgeron de village. C'est-à-dire que je répare des marteaux de couvreur, par exemple, des burins de maçon, des tailleurs de pierre, des choses comme ça. Moi, je me sens bien ici parce que, alors déjà, on a une très belle enclume. Et puis, on retrouve l'esprit d'antan. Voilà. C'est un métier qui se perd. Et du coup, c'est important de le montrer pour que les jeunes aient envie encore de le faire. Et voilà. Voilà, Nicole. Tu pourras ferrer ton prochain bœuf. D'accord, ouais, mais super. Merci beaucoup. C'est l'heure d'enfiler le tablier pour Nicole. Avec Evelyne, cuisinière elle aussi, elle prépare l'une des spécialités les plus appréciées de l'Aveyron, le gâteau à la broche. C'est 24 œufs, 1 kg de sucre, 1 kg de farine Ouais. et 1 kg de beurre. C'est un bon gâteau pour le 4 heures. Il faut le faire avec amour parce que c'est un gâteau très long à faire. Après 2 heures de cuisson et 6 heures de refroidissement, le gâteau est fin prêt à être dégusté, pour le plus grand bonheur des Belcastellois. Merci. Mais super bon. Et croustillant, un léger goût de vanille. Moi, j'adore. Cet été, arrêtez-vous le long de l'Aveyron pour contempler les merveilles de Belcastel. Débutez par son église du XVe siècle, puis visitez sa forge avant de découvrir son magnifique château entièrement restauré. Partons à présent en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir Belvès, le 10e du classement. Dominant les forêts du Périgord noir, le village a toujours suscité les convoitises. Assiégé durant le Moyen-Âge, lieu de villégiature d'un célèbre seigneur, Belvès séduit aujourd'hui de nouveaux habitants désirant profiter de ses nombreux attraits. Anglaise, Jane habite Belvès depuis 2 ans. Comme elle, beaucoup d'étrangers sont tombés amoureux du village. Bien sûr, je viens de l'Angleterre, mais ici, c'est complètement différent. J'adore la culture, j'adore le paysage, c'est magnifique. Pour moi, c'est mon rêve et je le vis. Belvès, cela signifie belle vue en occitan. Un village de cartes postales dont l'histoire remonte au XIe siècle. Suivons Jane dans le castrum, la partie la plus ancienne du village où elle a rendez-vous avec Valérie. Salut Valérie! Hey, salut Jane. Ça va? On y va? Oui. Belvésoise depuis plus de 20 ans, Valérie connaît par cœur les ruelles du castrum. Alors un castrum, en fait, c'est un village fortifié qui était bordé de remparts pour protéger la ville contre les attaques ennemies. Wow! What a beautiful view! N'est-ce pas? Ici, on est sur le point le plus haut du village. Et tu vois, on a une vue très lointaine, donc ça permettait en fait aux soldats de voir arriver les ennemis. Et puis ici, on a une position stratégique au pied du village. On a le cours d'eau de la Noze qui permettait de pêcher. Et puis derrière nous, on a la forêt de la Bessède qui permettait la cueillette et la chasse pour pouvoir se nourrir. En fait, on était dans un petit cocon bien protégé. S'il ne reste quasiment pas de traces des remparts du castrum, le donjon de Belvès, lui, a survécu aux nombreux conflits qui ont marqué l'histoire du village. Le village de Belvès, comme beaucoup de villages dans la région, a été assiégé. Et pendant la guerre de 100 ans, le village a été pris et repris 7 fois par les Anglais. Jane. Wow! Je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. On a fini français. Effectivement, qu'on se rassure, le chef le plus illustre de Belvès est bien français, et il se nomme Bertrand de Goth. Bertrand de Goth était l'archevêque de Bordeaux. Et comme tous les archevêques de Bordeaux, il était seigneur de Belvès. Et Bertrand de Goth était un personnage assez connu parce qu'il a été sacré pape en 1305, le pape Clément V. On est très fiers à Belvès de s'appeler la ville du pape. Témoins de ce destin pontifical, les insignes du pape sont gravés sur les murs du castrum.
On l'aura compris, Belvès est un village prestigieux qui ne cesse de s'enrichir et de s'agrandir au Moyen-Âge. Au XVe siècle, une grande halle est érigée devant le castrum pour y accueillir un marché. Plus loin, à l'ouest, cette bâtisse transformée en château contrôlait les frontières étendues de la cité. Bonjour. Bonjour, bienvenue au château de Belvès. Merci, c'est vraiment magnifique. Allez, venez, je vous emmène visiter l'intérieur. Noël habite le château de Belvès, un édifice inscrit aux monuments historiques dont les murs séculaires regorgent de secrets. En 2011, des travaux de restauration réalisés sous les toits du château ont dévoilé l'un des plus précieux trésors du village. Voilà, regardez, c'est le trésor de la maison. Nous datons ces peintures de la première moitié du XVIe siècle. On ne s'y attendait pas du tout, parce qu'il y avait un badigeon qui les cachait. Et grâce aux restauratrices qui sont venues, on a pu dégager 9 chevaliers. C'est dingue. De les voir apparaître sur ces murs après tant d'années, tant de siècles, c'est vraiment un cadeau de la vie. Miraculeusement conservées, ces peintures représentent les 9 preux, 9 chevaliers mythiques, héros d'un roman écrit au début du XIVe siècle. Les 9 preux, ce sont de véritables champions. En quelque sorte, on pourrait dire qu'ils étaient les super-héros du Moyen-Âge que va célébrer la noblesse. C'est magnificent. Magnifiques, les trésors de Belvès masquent pourtant un aspect moins reluisant de la vie au Moyen-Âge. Sous la grande halle, à 6 mètres sous terre, se cache l'ultime secret du village. Alors voilà, Jane, ici tu es dans les habitations troglodytiques de Belvès. Il y avait un monde au-dessus, un monde en dessous. Tu découvres ici l'habitat des personnes les plus pauvres qui vivaient dans le village. Les familles avaient aménagé leur maison de manière un peu cosy, un peu confortable, en prenant conscience des inconvénients de vivre dans une ambiance un peu austère et humide comme celle-ci. Et ils avaient notamment inventé les premières mezzanines que tu vois de chaque côté de la maison. Ah ouais. Donc en fait, ces mezzanines servaient de lit. Ah ok. Retrouvons la surface dans la halle du village, lieu de rassemblement des habitants. Terrine, foie gras et tourin, l'incontournable soupe à l'ail du Périgord. L'heure est à la dégustation pour la population cosmopolite de Belvès. C'est bon, hein? J'ai vu au village, j'ai déménagé tout de suite. Ah, pour moi, Belvès, ça fait 53 ans que j'y habite. Et je suis né à Belvès et je resterai à Belvès. Belvès, c'est très joyeux. Moi, je suis américaine et on a plein de monde de lieux différents. Et c'est une chose que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à faire halte à Belvès. Commencez par une balade dans le castrum, puis pénétrez dans ses habitations troglodytiques avant de visiter le somptueux château du village. Continuons à présent notre balade dans la Drôme, plus exactement à Grignan, que vous avez placé à la 11e position. Ce village ensoleillé et bucolique est décrit avec affection dans les correspondances de la célèbre marquise de Sévigné qui séjourna à plusieurs reprises alors qu'elle rendait visite à sa fille venue s'installer à Grignan après son mariage. Pour découvrir Grignan et son magnifique château, j'ai rendez-vous avec Marie-Pierre qui va être ma guide aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre. Enchantée Stéphane. C'est vraiment la plus belle vue sur Grignan, non? C'est une des plus belles vues sur Grignan. En fait, Grignan est sur un piton rocheux d'environ 200 mètres d'altitude et vous voyez que le village est vraiment au pied du château. Au XIIIe siècle, le château est propriété de la famille Adhémar de Grignan. Il sert évidemment de forteresse et devient un château d'apparat au XVe siècle. Je verrai le château un peu plus tard, mais d'abord, j'ai envie de découvrir le village. Pas de souci, je vous accompagne. Voilà mon beau village. Mais c'est très vivant, non Marie-Pierre? C'est un village qui vit toute l'année. Qui vit toute l'année. Elles sont déjà belles. Elle a un très doux parfum.
Et là, Marie-Pierre, il y a ces restes de balustrade, sans doute du château, évidemment, mais à la Révolution, quand on a désossé le château, ça a été récupéré par les villageois. On en retrouve un peu dans partout. certaines maisons Oui. du village. Ça, c'est magnifique, là. Donc là, on est sur le Mail. Et là, il y a un lavoir. Le lavoir de 1840. Il est inspiré du temple d'amour du Petit Trianon à Versailles qui avait été bâti pour Marie-Antoinette. C'est un lavoir qui n'était pas couvert au départ. Oui. Il a été couvert pour protéger les lavandières. Du soleil et de la pluie. Oui, il y a beaucoup de Mistral aussi. Oui, aussi, oui. Il ne faut pas l'oublier, le Mistral. Il fait partie aussi de notre vie à Grignan. Je vais peut-être faire mon marché. Je vais prendre des sachets de lavande. Pour mettre dans les armoires. Dans les armoires, Voilà. exactement. Et quand vous voyez qu'ils sentent moins, il suffit de frictionner le sachet. Ah, mais il y a Madame de Sévigné qui est là. C'est une statue de bronze. Et effectivement, on voit Marie de Rabutin-Chantal, la marquise de Sévigné, sur son fauteuil, avec sa plume. Sans doute est-elle en train d'écrire à sa fille. Oui. Sa fille, c'est Françoise Marguerite, qui avait épousé en 1669 François Desmarres, le comte de Grignan, et qui vivait dans le château qui surplombe le village. Que vous allez aller visiter. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Noémie. Bonjour Stéphane. Présentez-moi ce château extraordinaire. On est là face à une façade Renaissance, très théâtrale, qui va relier les deux tours médiévales. On est ici sur la collégiale, donc en fait un toit-terrasse, ce n'est quand même pas commun. La marquise de Sévigné devait être éblouie quand elle venait voir sa fille. Elle s'invitait souvent. Elle adorait sa fille et cette séparation, quand le comte de Grignan est nommé lieutenant général du roi en Provence et qu'il retourne sur ses terres, pour elle, c'est un déchirement. Elle dit que tout lui manque parce que sa fille lui manque et donc évidemment, elle se dit, je la rejoins. Et donc, elle fait quand même un très long voyage. Elle prend le carrosse, elle prend le bateau sur le Rhône et elle a même chaviré dans le Rhône. Elle a été repêchée par des mariniers et le comte de Grignan les remerciera d'avoir sauvé sa belle-mère. Alors, je vous emmène à l'intérieur du château, dans les appartements de Madame de Grignan, dans sa chambre plus précisément. Ah, très belle chambre. Oui, très féminine. Oui. Elle a apporté la mode parisienne ici avec cette tenture de taffetas rayée noire et bleue, ce petit cabinet où elle pouvait ranger ses bijoux, ses lettres, notamment celles de sa mère. Alors, des lettres, elle en a reçu beaucoup de sa mère. Oui. 700, on dit. C'est énorme. Elle lui écrivait 2 à 3 fois par semaine. Ça prouve bien tout l'attachement qu'elle avait pour sa fille, ce besoin de garder le contact. Alors là, vous m'emmenez où? Dans la chambre de Tournon, où est morte Madame de Sévigné. D'une infection pulmonaire en 1696. On pense qu'elle est vraiment morte dans cette chambre parce qu'en fait, c'est la chambre la plus chaude en hiver. Elle a été inhumée donc ici dans la collégiale. Oui, dans le caveau familial des Adhémar. À la Révolution française, ce caveau a été profané. On a pris son crâne, qu'on a scié en deux, pour en amener une partie à Paris, pour qu'un médecin étudie ce crâne et y trouve la trace du génie littéraire. En 2005, le caveau a été réouvert. On a bien trouvé cette moitié de crâne. Incroyable. Merci beaucoup Noémie pour cette visite du château de Grignan. Pour rendre hommage à la mémoire de la marquise de Sévigné et saluer son incroyable œuvre épistolaire, un festival de la correspondance a lieu tous les étés à Grignan depuis 1996. À l'atelier Colophon où je me rends maintenant, c'est toute l'année que l'on cultive l'art de la typographie. Colophon, maison de l'imprimeur, c'est là. Bonjour. Bonjour Johan. Colophon, mais c'est quoi Colophon? Alors colophon, c'est ce qu'il y a sur la dernière page d'un livre. On indique la date, le lieu, mais aussi le caractère, le nombre d'exemplaires. Donc c'est la page de l'imprimeur, en fait. C'est la page réservée à l'imprimeur. À l'imprimeur. Ah, très bien. Et donc votre atelier, là? On peut le découvrir tout de suite.
Là, on fabrique toujours. On y fait nos livres, nos affiches, toujours avec cette composition manuelle, avec les caractères en plomb. Ouais. Là, je vous propose de composer en typographie et ensuite on ira imprimer la page. Donc là, il va falloir prendre lettre par lettre. Alors, on va écrire quoi? Grignan. Alors là, j'ai un G. Et on va les mettre dans le composteur, comme ceci. Ça, c'est un R. Comme ça. Bah là, ça me paraît parfait. Et on va aller sur la fondeuse. Elle va fondre le plomb. C'est ce plomb fondu qui va arriver dans les moules des caractères qu'on vient de composer. Il faut mettre le composteur ici. On envoie une grande claque et on tire la bobine vers le bas. C'est bon. Et la voici qui est là. Oh là là. Donc ça, ce texte-là, on va pouvoir le mettre dans le châssis à côté de la presse et ensuite l'imprimer. Sauf que là, je vois que ça rentre pas, vous voyez. Alors, on va desserrer. Desserrer. Pour mettre la ligne à la place. Voilà. Voilà. Ah oui, ça tient. C'est bien. C'est très lourd. Oui, c'est du plomb, donc ça pèse son poids. On met ça dans la machine. Oui. Et là, on va pouvoir imprimer. Voilà. Waouh! C'est superbe. Mais merci beaucoup, Johan. Je vais aller retrouver Marie-Pierre. Marie-Pierre, où est-ce que cette calèche nous emmène? Alors cette calèche va nous faire un voyage dans le temps. Nous allons nous retrouver à la grotte de Rochecourbière, un lieu où la marquise de Sévigné, lors de ses séjours à Grignan, aimait venir s'y promener. Elle y écrivait ses lettres. Elle y partageait aussi des dîners champêtres. Nous vous avons concocté une petite surprise. Ah, je vous j'adore laisse les surprises. découvrir. Bonjour mes seigneurs, bonjour mesdames. Oh là là, mais tout le monde est formidablement bien costumé. C'est magique. Je me croirais vraiment au siècle de la marquise. On va aller déguster. Romain, racontez-moi ce que vous nous avez préparé. Vous savez que Grignan, c'est quand même la région de la truffe. Oui. Donc je vous ai trouvé des petites truffes fraîches. Vous avez des petites olives du pays. Vous avez des fromages de chèvre de Grignan, des artichauts à la barigoule. Merci pour ce merveilleux repas. Merci Marie-Pierre. Allez, vive Grignan! Lors de votre visite à Grignan, flânez dans ces jolies ruelles avant de monter jusqu'à son impressionnant château pour célébrer la mémoire de la marquise de Sévigné. Et n'oubliez pas, rendez visite à Johan dans l'atelier Colophon.